La prochaine Coupe du Monde, celle de 2027, la Coupe du Monde féminine, bien sûr, se déroulera au Brésil. Ça a été annoncé l'année dernière par la FIFA et par Gianni dans un portugais absolument parfait. Bref. Je ne vais pas vous mettre la vidéo parce qu'on n'a pas envie que ce programme soit interdit aux moins de 18 ans. Ce sera la première fois de l'histoire d'une compétition qui a été instaurée en 1991. Oui, seulement. Il y a eu des versions officieuses un peu plus tôt, mais officialisées, la première véritable Coupe du Monde dans le cadre de la FIFA date de 1991. C'est là donc la première fois que l'on va se poser dans la zone CONMEBOL. Et il y a quelques jours, on a eu l'officialisation des stades qui allaient accueillir cette compétition. Je ne savais pas, bah ouais, exactement, c'est au Brésil. Donc, 2031, je ne sais plus où elle est. Je sais que 2035, il est prévu. Je crois que 2031 est prévu aux États-Unis. Il me semble, j'ai un trou de mémoire. Je sais que 2035, c'est chez les Britanniques. C'est Angleterre, Écosse, Irlande, normalement. Je ne sais pas si ça a été validé, mais je l'ai vu passer l'autre jour. Donc voilà. Bref, 2027 au Brésil. Il y a quelques jours, les stades de la compétition, ils seront 8. Et le gouvernement a parlé justement à l'occasion de la présentation des stades. Et justement, la déclaration est intéressante. Je vais vous la lire parce qu'elle est intéressante et importante. 2031 aux USA, c'est bien ce que j'avais vu. Merci, merci Roméo. Et d'ailleurs, je crois que je ne t'ai pas salué quand tu es arrivé. Salut à toi. Nous voulons montrer au monde que la passion du football peut être aussi un outil puissant pour promouvoir l'égalité, le respect et les opportunités avec la certitude qu'il s'agira de la Coupe du Monde féminine la plus impactante de l'histoire. Nous parlons d'opportunités pour les femmes et les filles, de stimuler l'économie locale et de faire du football un pont vers l'avenir. Bref, tout ça, c'est des déclarations. Elles ont été faites notamment par la personne qui est en charge des politiques du football et de la promotion du football féminin au ministère des Sports. Cette personne-là s'appelle Marileia dos Santos. Ça ne vous parle pas, mais sachez que son portrait est au musée du football. Je vais vous le montrer. Son surnom, c'est Michael Jackson, tout simplement, parce qu'elle a été surnommée comme cela quand elle était plus jeune à l'école. Alors, ça peut prêter à sourire comme cela en se disant, oui, d'accord, super, elle est surnommée Michael Jackson. Sachez que c'est une des légendes du football brésilien. Elle était attaquante. Et sachez que les gens du foot brésilien dans les années 80-90, elle a dû arrêter vers 96 par là, avant celle qui est la deuxième, celle qui va lui succéder entre guillemets dans ce rôle d'élément moteur qui s'appelait Sissi dans les années 90. Bref, tout ça pour dire que sachez que cette personne, cette attaquante, donc Marileia dos Santos, a marqué plus de buts en carrière que Pelé. Elle en a marqué 1574. Et c'est donc elle qui est chargée de mettre en place la stratégie nationale pour la Coupe du Monde et qui veut donc se servir de cette Coupe du Monde pour encourager, je cite encore, davantage les jeunes filles et les femmes à pratiquer ce sport, ainsi qu'à former, et c'est là où c'est important, des entraîneurs, des arbitres et des dirigeants. Ils veulent donc se servir de cela lors de la Coupe du Monde. Elle ne compte pas les buts dans le jardin, Pelé non plus. C'est pas Romario... C'est Romario qui comptait les buts aux entraînements. Pelé ne compte pas les buts aux entraînements. Je te renvoie vers l'article de Marcelin, Red. Les 1000 et quelques buts de Pelé sont tous en compétition officielle ou en matchs amicaux, mais qui, pour certaines, avaient à l'époque le statut de compétition officielle. On va donc en profiter. L'idée, c'est donc de répartir le football un petit peu partout sur le territoire brésilien, de faire en sorte, je vous remets la liste des stades, de faire en sorte que, déjà, vous voyez que c'est pas dans des petits stades, vous voyez que le Mineirão, le Maracana, voilà, on va être dans des grands stades de football. Il y a une véritable ambition de faire jouer dans les plus grands stades du pays. Je rappelle, petit aparté, je rappelle que la sélection nationale féminine est plus populaire au pays que la sélection nationale masculine. Je rappelle que quand c'est l'exemple qu'on avait déjà expliqué à la Copa América 2019, devant les stades, il y avait très peu de décoration dans les rues, dans les stades sur la Copa América en elle-même, mais aux abords de certains stades, il y avait des portraits géants de Martha. Tout simplement. Il y a Martha qui a d'ailleurs été appelée en sélection. Donc voilà, c'était tous des stades qui étaient à 2014. C'est possible. C'est possible. J'ai pas vérifié, c'est une bonne question, Nir. C'est pour ça que j'ai pas la réponse, mais c'est une bonne question. Et Martha est beaucoup plus populaire, et c'était l'exemple on en avait déjà parlé sur le désamour du public avec la sélection. Oui, me dit Al-Rami, donc c'est ça. Donc c'est les stades de la Coupe du Monde 2014.
Qu'est-ce que je voulais dire? Quand on était à la Copa América 2019 au Brésil, je me souviens qu'on avait cherché un bar pour aller regarder le Brésil-Venezuela, je crois que c'était Brésil-Venezuela dans un bar. La télé, les gens regardaient, s'intéressaient uniquement à la coupe du monde féminine et Martha et ses coéquipières qui, la jouaient à ce moment-là. Personne ne regardait ce que faisaient les garçons à la Copa América. Donc attention, on va être dans un pays où il y a un vrai mouvement derrière les filles, derrière les sélections féminines, qui sont extrêmement poussées et portées par le pays. Et justement, on va se servir du fait que la compétition va venir se poser dans la zone CONMEBOL, va se poser au Brésil pour faire un état des lieux du football féminin dans la zone CONMEBOL pour que vous voyez l'immensité des disparités d'un pays à l'autre et que vous compreniez aussi ce dont il va être question, parce qu'on parle beaucoup de développement du football féminin, et les instances poussent beaucoup là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Vous savez probablement qu'il y a une Copa Libertadores féminine qui se tient depuis 2009. Depuis 2018, elle concerne 16 équipes. Elle se déroule en gros, elle se déroule sur des hubs, hein, comme on dirait en Asie. Elle se déroule pendant un mois à peu près, la phase finale. Là, par exemple, cette année, en 2025, ce sera pardon, en Argentine, entre octobre et novembre, hein, généralement, hein, la compétition, la Libertadores féminine. Mais sachez que depuis 2019, la CONMEBOL impose aux clubs masculins participant à ces compétitions continentales, qui veulent donc, par exemple, si vous voulez participer à la Libertadores, si vous vous qualifiez pour la Libertadores, l'une des conditions pour pouvoir accéder à la Libertadores, c'est de posséder soit une section féminine, soit un club partenaire qui a une section, soit un club partenaire qui est une section qui représenterait votre section féminine. Et pas seulement une équipe principale, puisqu'il est question aussi d'avoir des catégories U19, des catégories U16 et depuis l'année dernière, des catégories U14. Donc les instances mettent une vraie pression sur les différentes fédérations, sur les différents clubs pour qu'ils développent le football féminin au sein de leur fédération, de leur pays. Donc, eh bien justement, on va regarder un petit peu cela. Vous savez probablement que si vous voulez développer un football, il y a 3 axes concrètement. L'organisation de ce football-là, comment vous organisez vos championnats, vos sélections, etc., etc. Donc, quelle pyramide vous mettez en place pour que une jeune fille qui veut devenir comment dirais-je, professionnelle, hein, qui veut faire une carrière. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut, deuxième axe, travailler sur la professionnalisation du football féminin. Et pour travailler sur ces 2 premiers éléments, il faut avoir un pool de filles, il faut donner envie aux jeunes filles de se lancer dedans, et donc il faut donner de la visibilité à vos différentes compétitions. Je ne sais pas, Red, si on arrêtera les compétitions masculines pendant la Coupe, je ne pense pas. Je pense pas. Il n'y a pas de raison. Les hommes ne jouent pas, donc il n'y a pas de raison. L'idée de jouer la finale au Maracana, ça doit être fabuleux pour l'ensemble des protagonistes. C'est clair. Je ne sais pas si la finale est au Maracana, c'est une bonne question. Je crois, hein, mais ça serait logique. Le Brésil femme qui a éliminé la France au dernier JO à Nantes, j'étais dans le stade. Exactement. 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 Bref, je le disais, il y a donc cette pression des instances, il y a donc ces 3 thèmes sur lesquels il faut, si vous voulez développer le football féminin, il faut agir sur ces 3 leviers-là, qui sont les 3 principaux leviers. Alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans les différents pays. Avant de se lancer dans les différents pays, on va faire un petit point sur le Brésil. Je vais en parler très brièvement parce que, pour le coup, je vais vous renvoyer vers un podcast que l'on avait fait avec Marcelin, qui date de 2021, mais qui n'a pas forcément vieilli dans tout cela parce que c'est un podcast dans lequel on retraçait l'histoire du football féminin au Brésil. Il y avait, quand on était allé au Brésil en 2019, au musée du football, une exposition consacrée entièrement au football féminin. Vous voyez, hein, Martha est présente sur cette photo. Donc je vous envoie vers ce Bola Latina, spécial football brésilien. Il y a toute cette histoire-là. Je vais juste vous rappeler brièvement quand même, si vous ne le savez pas et si vous n'avez pas le temps d'aller écouter ce podcast, que le football a été interdit au Brésil. Ça, c'est des images qui viennent du musée du football, que l'on a prises nous-mêmes. A été interdit à partir d'avril 1941, sous Getúlio Vargas, donc. Et je vais vous donner l'argument pourquoi il a été interdit. Parce qu'il était jugé incompatible avec la nature féminine. Voilà, je laisse un blanc. On a beau dire autre époque, voilà, ça reste quand même une sacrée connerie. Et il a quand même été interdit au Brésil jusqu'en 1979. Donc pendant 38 ans, il a été interdit. Donc je vous oriente vers cette émission. Je peux vous mettre le lien si vous le souhaitez, mais je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent l'écouter en replay. Autre petit rappel.
Donc, je vous disais, le football féminin, la pratique du football par les féminines a été interdite au Brésil jusqu'en gros au début des années 80. Je rappelle quand même, c'est dans le podcast, hein, que les femmes jouaient au football au Brésil dès le début du XXe siècle, hein, comme les hommes, tout simplement. Donc voilà, ça m'étonnerait pas que Dominguez soit du même avis. Tu vas voir, Nir, qu'il y a des personnes qui sont encore de cet avis-là. On entend encore ça de nos jours, nous dit Castencois. Tu vas voir la démonstration dans quelques minutes dans ce dossier, et c'est aussi absolument terrible. Je rappelle donc que le Brésil a son championnat qui est arrivé à partir des années 80. Ça s'est d'abord appelé la Taça Brasil jusqu'en 2007, ensuite la Copa do Brasil jusqu'en 2016, et le Brasileirão a été créé en 2013 avec des clubs parfois exclusivement féminins, parfois des sections féminines des grands clubs brésiliens. Et dans le pas de la création, dans la suite de la création du Brasileirão, il y a eu toute une pyramide qui s'est mise en place. Je rappelle qu'en 2022, le Brésil, je peux vous mettre une image du Brasileirão féminin, en 2022, a été créée la 3e division féminine au Brésil, la série C brésilienne, hein, concrètement. Qu'il y a un Brasileirão, donc un championnat national en U16 et en U18, qui ont été créés en 2019. Pour vous donner une idée, quand même, le calendrier brésilien pour les féminines est quand même de cet ordre-là. Quand on est en 2025, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre. Vous voyez qu'il y a un championnat brésilien A1, A2, A3, c'est les 3 divisions. Il y a des championnats de développement féminin U16, U14 qui se déroulent sur des courtes périodes. Vous voyez aussi la naissance d'une Coupe du Brésil qui va se diffuser en mai. Vous voyez donc, si vous regardez un petit peu, si vous commencez à regarder un petit peu les dates en vous baladant partout, vous voyez que une féminine joue toute l'année au Brésil, peut jouer quasiment toute l'année. Gardez ça en tête parce que c'est très important pour la suite de ce que l'on va dire. Je rappelle, et dernière petite précision sur le Brésil, les championnats sont diffusés à la télévision gratuite sur TV Brasil. Ils sont donc accessibles à tous, et donc on peut dire que le Brésil est un petit peu l'exemple type de ce qu'il faut faire pour développer son football. Rappelez-vous les 3 leviers, avoir une véritable organisation et une pyramide de son football qui mène jusqu'au football professionnel. Vous avez des championnats nationaux des U14 jusqu'au professionnel. Avoir une visibilité, diffusion à la télévision publique et sur un signal gratuit, et donc une sélection. Donc il y a tout ce qu'il faut. Le championnat est sponsorisé, hein. Il a son partenaire, son sponsor officiel. Donc voilà. Bon, ça c'est le côté brillant, le beau côté de la médaille. Il y a un revers quand même parce que il y a un souci, c'est le souci des salaires. Alors je ne vais pas entrer dans le débat, la fameuse notion d'égalité salariale entre hommes et femmes dans le football. Non, c'est pas la question. Ce dont il va être question là, c'est pas de réclamer, et d'ailleurs les 3/4, je me souviens d'une interview d'une joueuse espagnole qui disait qu'elle ne réclamait pas le même salaire que les joueurs du Barça, elle réclamait un salaire qui permet de se consacrer uniquement au football et à l'après-carrière, et à préparer son après-carrière. Donc avoir un salaire décent. Effectivement, on sait très bien pour l'instant, elles ne peuvent pas avoir les salaires, elles n'ont pas les salaires de Léo Messi, mais c'est pas ce qu'elles demandent. Et là, dans tout ce dont il va être question, c'est pas de cette guerre de lutte pour une égalité salariale entre les joueurs pro masculins et les joueuses pro féminines dans leur championnat, c'est juste d'avoir un salaire qui permet de se consacrer uniquement sur la pratique du football. Je dis bien vivre, pas survivre, et vous allez voir que c'est important parce que je vais donner des chiffres tout à l'heure dans différents pays. Parce que je le disais, dans bien des pays, eh bien, la réalité fait que les filles, les femmes, les jeunes filles ou les femmes sont obligées, soit elles ont leurs études, soit elles sont obligées de travailler à côté. Et vous comprenez que ce n'est pas forcément hyper compatible avec un programme de professionnels, parce que la conséquence, c'est qu'elles sont obligées de sacrifier sur leur temps de travail pour aller ne serait-ce qu'aux entraînements, avec toutes les conséquences économiques que cela endure. Et donc, je le disais, le Brésil sert de modèle, mais on a des éléments quand même, on a des chiffres qui ont été donnés qui datent de 2022. Ils ont 3 ans, mais ça donne une idée de l'état, de là où on en était en 2022. On savait à l'époque qu'en moyenne, les joueuses de foot professionnelles au Brésil touchaient un peu plus de 5 000 reais, soit 800 €, ce qui correspond à 4 fois le salaire minimum. Vous allez me dire, pas mal, bien payé, elles ont de quoi vivre, sur le papier, c'est magnifique. Il y a un mais, forcément, si je vous dis ça comme ça. On va y aller, Stradri, sur les autres championnats, tu vas voir,
C'est voilà. Les primes Brésil, US et sélection sont similaires maintenant? Oui, exactement. Les primes des sélections, ça a été un des combats. Les primes en sélection sont similaires. Le Chili s'est battu aussi pour cela et l'a obtenu. Tu as une comparaison des salaires entre Brésil et Europe pour les filles? Alors, j'ai les chiffres de 2022 pour les filles. Une joueuse professionnelle au Brésil, c'est en moyenne 5 000 reais. Donc ça fait 800 euros. Je te laisse voir les salaires européens en 2022 pour que tu aies une idée de l'élément de comparaison. Évidemment qu'elles toucheront plus que 800 euros, enfin je l'espère. Et le mais dans tout ça, c'est qu'au Brésil, il n'y avait que 174 joueuses professionnelles au pays. Ça veut dire que donc, si les salaires sont bons, le taux d'emploi, le taux de contrat est faible. C'est un gros souci, les contrats et leur durée. Parce que, alors, si le Brésil peut jouer sur quasiment toute l'année, pas tous les clubs, peut jouer sur quasiment toute l'année, quand il ne joue pas toute l'année, les contrats des féminines, et c'est l'un des combats et que vous allez voir dans la plupart des pays que l'on va parcourir maintenant, les contrats se font au mieux sur la durée de la saison. Et une saison, parfois, ne dure que quelques mois. Et quand je dis quelques mois, c'est 3, 4 mois, pas plus. Et donc, que fait-on le reste les autres moments de l'année? Bah, toute la question est là. Alors, gardez en tête ces points-là. La professionnalisation et donc des salaires dignes, la visibilité et l'organisation. On va faire un petit peu le tour. Et on va commencer donc par l'Argentine. L'Argentine a sa première division qui existe depuis 1991. Elle a sa deuxième division qui existe depuis 2016. Mais il y a toujours un mais dans les phrases qui vont arriver quand on parle de football féminin, notamment en Âme-Sud. Mais la professionnalisation de la première division, notamment, n'a été annoncée et initiée par la fédération qu'en 2019. C'est-à-dire que cela faisait 28 ans que les filles n'étaient pas professionnelles en Argentine. En Colombie, Vanessa Cordoba avait beaucoup alerté sur le sujet. Oui, exactement. On va parler de la Colombie dans un instant. Sachez quand même que il y avait donc. Qu'est-ce que ça voulait dire annoncer la professionnalisation du football féminin au pays? Ça veut dire imposer un nombre de contrats minimum dans chaque club. En gros, d'abord, l'obligation était d'avoir entre 8 et 11 contrats mensuels dans chaque équipe, un chiffre qui est passé à 15 en 2022. Donc chaque club jouant en première division argentine doit avoir 15 joueuses sous contrat, et donc que l'on peut considérer comme professionnelles. Le fait est que, si l'on regarde les chiffres, en 2023, 40% des joueuses en Argentine sont amateurs. 5 des 20 clubs avaient plus de 20 joueuses pro dans leur effectif. Ces clubs-là, je peux vous les citer: Boca, River, San Lorenzo, Racing et Gimnasia. Aucun ne comptait dans son effectif l'intégralité d'un effectif professionnel. De plus, le salaire minimum des filles était alors de 75 000 pesos, qui était donc inférieur à ce qui a été défini par le syndicat des joueurs comme le salaire minimum vital, qui était à l'époque de 87, allez, on va dire en gros 88 000 pesos. Donc les filles étaient en dessous de ça. Il avait été estimé à l'époque, en 2023, il y a 2 ans, il y a 2 championnats concrètement, qu'une joueuse pro de première division touchait le salaire d'un joueur de 4e division, un joueur masculin de 4e division argentine. Sachez aussi qu'à la création de la Ligue, quand ils ont décidé de professionnaliser l'ensemble, l'AFA avait annoncé qu'elle donnerait une subvention pour aider à payer les salaires, qu'elle allait soutenir financièrement les clubs. En 2024, les clubs n'ont rien reçu. Voilà. Il y a toujours la parole, mais ce qui est important au final, ce sont les actes. La professionnalisation, c'est compliqué. L'organisation du football, elle se met peu ou prou en marche, mais ça reste quand même un niveau amateur. Reste la visibilité. Et là, en Argentine, c'est le drame, parce que depuis le travail de massacre des médias par le gouvernement, des médias publics par le gouvernement de Milei, et les réductions drastiques, le foot féminin n'est plus retransmis par TV Publica et Deport TV. En 2024, il était sur TNT Sport, qui diffusait seulement 2 matchs par journée. Les autres, eux, sont diffusés au bon vouloir par les chaînes sur leurs canaux YouTube. Et la conséquence dans tout cela, c'est que les clubs ne s'embêtent plus à les mettre dans des conditions dignes d'une retransmission de télé, et les filles se retrouvent à jouer très souvent sur des terrains annexes, parfois en si mauvais état qu'ils ne répondent même pas aux normes fixées par la fédération. L'autre conséquence, c'est pour ça que c'est important la visibilité, c'est que qui dit absence de visibilité dit absence de sponsor, et donc absence de modèle économique. Il n'y a pas de modèle économique pour le football féminin. Alors, on sait qu'on est dans une
une zone, l'Amérique du Sud, où financièrement c'est compliqué, mais alors là, imaginez, c'est encore pire. Voilà. Et la crise économique que connaît l'Argentine et que connaissent les clubs argentins fait que maintenant, quand on cherche une variable d'ajustement pour réduire les coûts, la variable d'ajustement s'appelle football féminin, tout simplement. On peut parfois liquider des sections féminines. Donc c'est très compliqué pour tout cela, et ça a une conséquence que l'on commence à voir arriver aussi depuis, c'est que de moins en moins de jeunes filles ont la possibilité d'accéder au football et d'accéder à l'idée de pouvoir grandir dans ce football-là. Et donc on avait un territoire qui commençait entre guillemets à être conquis et qui est en train d'être en fort recul. C'est sûrement l'une des raisons de disparité des salaires, sans médias, sans sponsors, elles ne peuvent prétendre à plus. Ah, mais je parle pas de disparité des salaires par rapport aux hommes, hein, c'est même pas la question, Frioul. C'est pas le débat, vraiment, j'insiste, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est est-ce que les ligues sont capables, est-ce que dire qu'on met en place des ligues professionnelles fait que l'on peut avoir, que l'on va avoir des athlètes professionnels. Un athlète professionnel, c'est quoi? C'est un athlète qui vit uniquement à 100% de son activité sportive. Est-ce que les féminines peuvent vivre entièrement de leur activité sportive dans plusieurs pays, dans les pays que nous allons traverser? Vous allez voir que les 3/4 du temps, c'est pas le cas. Voilà. Et qu'en Argentine, en plus, 40% des joueuses de première division n'ont pas de contrat, tout simplement. Donc la situation en Argentine est dramatique. On va regarder, on va se balader, on va aller un petit peu dans les autres pays. On va pas entrer tout le temps dans ce gros niveau de détail. En Bolivie, sachez qu'il y a une ligue féminine. Mais gardez les dates en tête pour que vous voyez à quel point le mouvement il est vraiment récent. La Ligue féminine de football bolivien a été créée l'année dernière, en 2024. Elle a pris la suite d'un championnat qui était là depuis 2005, mais qui était 100% amateur. Et là où c'est fantastique, c'est toujours le discours vs les actes. C'est qu'il y a eu un plan de restructuration qui avait été présenté par la fédération pour stimuler le football brésilien. Il y avait un budget qui avait été alloué, sauf que le président de la Fédé a fini par dire que le financement du tournoi, il allait arriver uniquement par les équipes. Il va falloir que les équipes soient autosuffisantes. Ce sont ces mots. Bon, elles vont gagner, elles, une visibilité puisqu'elles vont passer sur Football Canal. Mais quand même, le premier tournoi s'est déroulé entre juin et septembre. Notez la durée du tournoi, du championnat. 4 mois, grand max. Visibilité réduite l'année dernière, pour le coup. Et donc, pas de manière de générer suffisamment d'argent. Donc il y a toujours l'acte et il y a toujours les faits, et vous voyez que les faits sont jamais véritablement dans le bon alignement. En Équateur, la Superliga Femenina a été créée en 2019, donc la première division professionnelle a été créée en 2019. Elle a son sponsor, elle est diffusée sur YouTube, elle est visible, ça progresse, ça avance. J'ai pas réussi à avoir de chiffres sur les salaires et sur les conditions de vie des joueuses équatoriennes, mais les gros du pays sont représentés dans ce championnat et il y a un plan de visibilité, il y a des choses qui sont initiées. L'Équateur travaille à peu près, je ne vais pas dire que ça travaille bien chez les filles, je n'en sais rien, je n'ai pas plus de détails, donc je ne vais pas m'appesantir. Vous voyez quand même que sur cette image des filles d'Independiente del Valle qui ont été sacrées championnes, il y a un sponsor qui est le même sponsor que chez les hommes, tout simplement. Au Paraguay, il y a eu un vaste plan de professionnalisation du football. Il y a une ligue qui a été créée. Ce plan de professionnalisation, il a été initié en 2020, c'est-à-dire il y a 5 ans. L'objectif, c'est d'avoir un football 100% professionnel d'ici 2026, donc l'année prochaine. Là aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra un minimum de contrats professionnels et un salaire minimum comme base, qui n'a pas forcément été clairement défini. La saison, quant à elle, elle se déroule entre avril et septembre. Donc elle dure 5 mois à peu près. Sachez qu'en 2024, le Paraguay a créé une Coupe du Paraguay féminine. Le champion, c'est le Cerro Porteño, qui a été diffusée sur la grande chaîne de diffusion du football au pays, Tigo Sport. C'est fou de voir à quel point les cas en Amérique du Sud se rapprochent de l'Asie, à part quelques bons élèves, Bangladesh, Japon, Corée du Nord, Vietnam, beaucoup de paroles et peu d'actes. Tu sais, je crois que le beaucoup de paroles, peu d'actes, on va pouvoir le mettre partout. Alors là, forcément, j'appuie sur l'âme sud. Franchement, je dirais rien sur la France, mais je vois des choses. Bref, j'irai pas plus loin. Bref, on était au Paraguay, en Uruguay.
Il y a un championnat qui existe depuis 1997, mais qui est très très loin d'être professionnel. Sur le plan local, les filles passent leur temps à se combattre, notamment sur leurs conditions, sur les terrains sur lesquels elles jouent, puisqu'elles sont reléguées sur des terrains les plupart du temps annexes. Parfois, elles s'entraînent sur les mêmes terrains que les enfants. Je vous raconte même pas le niveau. Vous voyez des filles de Liverpool en protestation avant un match, justement pour protester contre les conditions sur lesquelles elles se trouvent. Et d'ailleurs, à part National Liverpool Torquay, membre du City Group, et le Défenseur, aucune autre section féminine n'a accès aux mêmes installations que les homologues masculins. Depuis quelques semaines, quelques mois, Danubio, Wanderers et River ont fait ça. Jusqu'ici, elles partageaient les terrains des enfants, hein, des jeunes, des équipes d'enfants, des U13, des U15, etc., ce qu'on appelle le football juvénile. Il y a eu un questionnaire qui a été réalisé. 70 joueuses ayant participé à la première division de 2023 ont répondu à ce questionnaire, et ça a permis de constater que seuls les grands clubs payent leurs joueurs plus de 13 000 pesos par mois, seuls les grands clubs, que 30% des clubs de première division ne payent même pas leurs joueuses, ne donnent même pas le moindre peso à leurs joueuses. Voilà. Près de 30% des clubs, en fait c'est Racing, Boston River et Danubio. Sachez que la situation est si... alors, Peñarol, en fait, elles s'entraînent pas, elles ont leur propre centre d'entraînement. Mais qui n'est pas celui des hommes. Elles ont leur centre d'entraînement à elles. Voilà. C'est vrai que j'aurais dû le préciser. Merci Nir de l'avoir dit dans la question, d'avoir posé la question. Il y a un autre club qui est dans ce cas, j'ai oublié qui c'est. Il y a un autre club où elles ont leur propre centre d'entraînement. Sachez qu'en 2024, l'Uruguay devait accueillir la Libertadores féminine, et que la CONMEBOL a fini par lui retirer l'organisation parce que la fédération n'avait pas voulu investir. On parle d'1 million de dollars qui était pour l'organisation, tout ce qui est coût de sécurité et autres dépenses liées à l'organisation de la compétition. Je rappelle que la Copa Libertadores, chez les filles, c'est un hub. On joue pendant un mois sur plusieurs stades, donc il y a toute une logistique à mettre en place. La Fédé n'a pas voulu le financer. Du coup, l'Uruguay n'a pas eu la Copa Libertadores. Bref, vous voyez que la situation, elle est compliquée en Uruguay. Au Venezuela, on a une première division qui a été créée il y a 8 ans, en 2017, qui a pris également la suite d'un championnat amateur. Il n'y a aucun soutien financier. Par contre, les rencontres ne sont même pas diffusées. Voilà, même pas sur YouTube. Et pire, c'est que les joueuses sont rarement payées. Le tournoi se dispute à 12 entre avril et septembre. Pareil, soit moins de 6 mois. Et en 2023, une joueuse du Deportivo La Guaira, je mettrai l'article, hein, si vous lisez l'espagnol, je mettrai l'article dans la description. Lady Urbina avait donné une interview à ce média, hein, Chronica, où elle expliquait la réalité, et elle expliquait que l'argent qu'elle gagne est inférieur en tant que joueuse. Hein. Les revenus qu'elle a en tant que joueuse de football professionnel sont inférieurs au coût du panier alimentaire de base au Venezuela. Voilà. Qui est estimé, selon l'Observatoire vénézuélien des finances, à 371 dollars à la même époque. Hein. Voilà. La même année, donc en 2023, le championnat vénézuélien n'a duré que 4 mois. Il avait impliqué 350 joueuses, 14 équipes, 87 matchs. Et selon les données que l'on avait eues à l'époque, près de la moitié des joueuses n'étaient pas payées. Et sachez que dans ce pays, près de 87% des joueuses mettent fin à leur carrière sportive avant l'âge de 25 ans. Difficile quand même d'imaginer une carrière, et donc il n'y a pas du tout d'après-carrière pour ces joueuses-là. Au Pérou, on continue à égrener, à se promener entre les pays. La Ligue féminine de la Fédération péruvienne professionnelle a été lancée en 2020, avec donc cet objectif de professionnalisation. Première édition en 2021. Elle est diffusée sur Movistar et América TV. En 2025, elle va pour la première fois se disputer sur toute l'année, donc de mars à décembre. Chez l'homme, ça donne quoi l'âge de fin de carrière? C'est pas 25 ans. Hein. J'ai pas l'âge moyen, mais tu dois être à 33. Je l'ai pas en tête, mais quand tu regardes la sélection vénézuélienne, ouais, même dans le championnat, il y a des joueurs plus âgés. Je te trouverai le chiffre, mais c'est avant. Là, on parle d'arrêter sa carrière avant 25 ans. Hein. Ça veut dire que ça peut arrêter bien avant. Hein. Si tu vois ce que je veux dire. J'ai pas dit qu'elles arrêtaient à 25 ans, j'ai dit qu'elles arrêtaient avant 25 ans. Bref. Donc au Pérou, elles vont jouer toute l'année, comme les hommes. Et là, pour le coup, c'est un vrai plus. Rappelez-vous pour les contrats, hein, je vous rappelle, les contrats, les filles sont payées durant la durée du tournoi.
tout simplement. Le reste du temps, elles ne sont pas payées. Et c'est un combat dans bien des pays, on va y revenir dans un instant. Quelques chiffres pour la saison, pour la première saison péruvienne qui s'est déroulée donc il y a 4 ans. 40% des joueuses avaient moins de 20 ans. 17% des 137 joueuses de la première division jouaient exclusivement au foot, c'est-à-dire pouvaient être considérées comme véritablement professionnelles. Les autres avaient soit un travail à côté, soit étaient étudiantes. Et 82% recevaient moins de 500 sols par mois, ça veut dire 120 euros, c'est-à-dire à peu près de quoi couvrir leurs frais de transport. 5% touchaient plus de 900 sols et 14% étaient seulement sous contrat. 14% des filles étaient sous contrat. Voilà d'où on partait en 2021. Ces données, pareil, elles sont issues d'un document qui s'appelle Radiographie du football féminin au Pérou, qui a été publié à la fin de l'année 2021. Je vous mettrai le lien si vous voulez le lire. Donc voilà, entre 33 et 36 ans. Merci Frioul. Il y a quand même... voilà. Et pas dans les mêmes conditions. Rappelle-toi la notion de salaire. Rappelle-toi que au Venezuela, elles arrêtent tout avant 25 ans et que 49% des footballeuses ne perçoivent pas de salaire. Et elles sont considérées comme footballeuses professionnelles. Bref. Au Chili, on continue à égrener un petit peu. Je vous avais dit que ça serait un petit peu lourd, hein, le dossier, mais c'est important de faire cet état des lieux précis. Au Chili, la Ligue féminine a été créée en 2008. La deuxième division féminine, ça a été créé en 2019. Il y a des championnats nationaux U19, U16. Cette année, on a eu le coup d'envoi du championnat U14. Et au Chili, la Chambre des députés, en 2022, a voté une loi qui obligeait les clubs à faire signer des contrats à l'ensemble de leurs joueuses. À l'époque, il n'y avait que Colo-Colo et Santiago Morning qui le faisaient. Et donc, l'objectif, par cette loi, et c'est par une loi, c'était d'imposer que le football féminin soit 100% professionnel au Chili. Et l'objectif fixé, c'était 2025, parce que cette loi a été comment dirais-je, mise en application dès le 1er janvier de cette année. Donc cette année, les clubs ont l'obligation de professionnaliser toutes leurs joueuses de foot. Salut Paul Bismuth. Et donc, tous ces joueurs, tous ces clubs ont l'obligation de payer toutes leurs joueuses. Et c'est une obligation qui passe très très mal. Je vous disais que Santiago Morning était l'un des premiers à avoir à l'époque, en 2022, des joueuses professionnelles. Son président, lui, nous explique que la section féminine ruine le club, tout simplement. Que derrière les volontés, les incitations publiques, il y a toujours le souci du financement. Et forcément, ce financement, il est lié à la visibilité. Et là, sur ce point-là, il n'a pas forcément complètement tort. On rappelle toujours cette notion de modèle économique, parce que le problème, c'est que l'obligation de professionnaliser l'ensemble des joueuses a été donc effectif au 1er janvier cette année, sauf qu'on a appris, avant le début du championnat, qu'il n'y aurait plus de diffuseurs. Pour le championnat chilien, c'était sur Zapping Sport. Ça ne l'est plus, il n'y a plus de diffuseurs. Comment ça marche tout simplement? Ce sont les clubs qui diffusent les matchs sur leur chaîne YouTube aussi, donc compliqué d'attirer des sponsors, compliqué de mettre en place un modèle économique. Je vous rappelle, je vous l'avais expliqué, que le Chili, on en avait parlé dans le Hello Mag numéro 2, je le disais tout à l'heure en introduction. J'avais discuté avec Yona Rothfeld qui travaillait avec le syndicat des joueuses, l'ANJOUF, qui est très très actif au Chili et qui a obtenu de véritables avancées. Lui se bat continuellement pour de nouvelles conditions de travail, pour activer d'autres leviers de développement dans l'organisation du football. Et l'un des combats actuels que mène l'ANJOUF, et qui pourrait être partagé par bien des pays, c'est qu'il veut que les joueuses soient aussi payées pendant la pré-saison. Ça paraît fou, dit comme ça, mais je rappelle que les joueuses professionnelles ne sont payées que pendant la durée du championnat, pas en dehors de la durée du championnat. C'est fou, mais c'est comme ça. Et donc, le syndicat est en train de se battre là-dessus. Et donc, le problème, c'est avec cette perte de retransmission, on va perdre aussi tout ce qui est lié au sponsor. Et on va se retrouver aussi avec le fait que, un petit peu comme en Argentine, les féminines vont se retrouver à jouer sur des terrains qui ne sont pas les mêmes que les masculins. Alors, certains gros clubs jouent dans les mêmes stades. Je sais que pour avoir vu quelques matchs, quelques images Colo-Colo, il y a des matchs au Monumental. J'ai vu l'Union Española jouer au Santa Laura. Mais voilà. Et concrètement, le problème que cela pose, c'est qu'en fait, c'est un espèce de cercle vicieux qui s'installe. C'est-à-dire que si on envoie les filles sur des terrains d'entraînement ou sur des terrains qui ne sont pas prêts pour accueillir une équipe de télévision, on n'attirera jamais le fameux producto. On n'attirera jamais. J'en profite pour faire la bise à l'Arkema Première Ligue française. Bref,
Pas de publicité, pas de diffuseur, des matchs sur YouTube et des conditions qui risquent malheureusement, malheureusement de devenir de plus en plus difficiles. Quand on pense que Santos a fermé sa section féminine pour payer le salaire de Neymar, il y a de quoi être un peu contrarié. Exactement, c'était à l'époque pour le conserver un peu, mais la section féminine de Santos est réapparue après. Mais oui, oui, je suis d'accord avec toi. On en avait parlé à l'époque parce qu'Hello existait déjà et c'était déjà un problème. Alors dans tout ce paysage que je viens de vous décrire, vous voyez que c'est pas gai, vous voyez que les situations sont quand même assez disparates, mais quand même assez terribles. Alors, c'est une bonne remarque que tu fais, Frioul, dans le chat sur les horaires des matchs parfois aléatoires. C'est l'un des combats des féminines parce qu'il y a beaucoup de matchs qui sont joués le matin. Dans des horaires complètement fous, complètement enfin ça ressemble à rien. Et c'est l'un des autres débats qui se posent. Et tu as raison là-dessus. Les horaires de match sont parfois aléatoires. Toi, je sais que tu es du côté du Havre. Je sais que les Havraises jouaient au stade Océane. C'est pas le cas de tout le monde. Je peux t'assurer qu'il y en a certaines. Elles jouent pas dans les meilleures des conditions. J'en profite pour embrasser Gérard, qui nous avait envoyé les féminines des Girondins jouer un match de préliminaire de Ligue des Champions à Libourne. Bref, la bise. Reste un cas dans ce paysage-là, un autre cas qui sert un petit peu de modèle, qui est un petit peu le cas d'école et qui est un petit peu le cas vertueux. C'est forcément, vous l'avez deviné, c'est le football colombien. Parce que forcément, c'est aussi un modèle. Il s'est doté en 2017 de sa ligue professionnelle. On en avait parlé dans le Lucarno Posé Magazine numéro 2. On avait suivi cette première édition qui s'était conclue par une victoire d'Independiente Santa Fe. Petit clin d'œil à l'histoire, Santa Fe est aussi le premier champion du football professionnel masculin. Et la finale s'était disputée devant 33 327 spectateurs. Preuve que, voilà, on peut susciter de l'engouement. Et ça s'est emballé, d'ailleurs, de toute façon. Sachez qu'à l'époque, niveau financier, les joueuses, les meilleures en tout cas, gagnaient environ 2,5 fois le salaire minimum au pays. Les autres, forcément, beaucoup moins. Alors, les premières années ont été turbulentes. Il y a eu forcément le Covid qui a fait du mal. On sait, on parlait de Santos, Nostromo évoquait Santos. Rappelons, et c'est terrible de le dire comme ça, mais c'est la triste réalité des faits, et c'est le scandale aussi qui touche le développement du football féminin, c'est qu'il sert souvent de variable d'ajustement, et donc forcément, il y a de l'argent. Quand il y en a moins, eh ben, on détourne l'argent des féminines vers les masculines. Je rappelle que, par exemple, l'Atlético Huila, qui avait gagné la Libertadores, à un moment, le président, on en avait parlé dans une émission, voulait récupérer les primes pour les filles aux mecs. Donc voilà. Tout ça, voilà. Il y a eu une ligue qui a été un petit peu vacillante. Il y a eu des championnats un peu bizarres, genre en 2020 et 2021. Il a duré 2 mois, le championnat. 5 en 2022 et 2023. Mais les conditions se sont quand même quelque peu améliorées pour les filles, notamment au niveau des contrats. Elles sont quand même plus nombreuses à disputer de vrais contrats. La ligue s'appuie toujours sur la diffusion avec un partenaire, Winsport, pour le citer, ce qui est le diffuseur des matchs du championnat masculin. Ils diffusent 36 matchs de la ligue féminine. Les terrains de lutte sont quand même encore multiples. Notamment à ce que on mette fin à les filles se battent pour, et les représentantes des joueuses se battent pour mettre fin à la discrimination en matière d'emploi, voudraient qu'il y ait 30 sportives qui soient inclus dans les effectifs et non plus 15. Elle exige que 15 aient un contrat de travail, je vais y arriver à vous le dire dans l'ordre, demande à ce que les contrats, et c'est là où c'est un gros combat, soient établis pour l'ensemble de la saison et non pas pour le tournoi. Et parfois c'est pire, parce qu'il y a des clubs, comme le tournoi c'est une formule avec une phase de championnat et une phase de coupe, il y a des clubs qui mettent une clause comme quoi dès que tu joues plus, c'est fini. T'as plus de contrat. Donc elles se battent toujours là-dessus. Elles exigent... alors que c'est à l'encontre du statut des joueurs des footballeurs professionnels en Colombie mis en place par la fédération. Donc voilà, c'est un combat. Il y a les salaires sont toujours très bas. Et il y a un gros problème, c'est qu'il y a des clubs qui ne payent toujours pas les filles, il y a des retards de paiement. Alors, on a le cas chez les garçons, mais c'est encore plus prégnant chez les filles. Et donc, elles demandent à être payées aussi tout le temps de travailler, et notamment lors de l'entraînement d'avant-saison, parce que pour l'instant, les filles ne sont pas sous contrat pendant la pré-saison, ce qui est complètement dingue, mais c'est le cas. Et au milieu de tout ça, parce que... forcément, vous vous rappelez tout à l'heure Getúlio Vargas en 1941. Eh ben, le Getúlio Vargas colombien, il existe en 2025. Il y a
différentes polémiques hein, qui touchent le football colombien. Il y a des pratiques, il y a une enquête qui est menée notamment sur une histoire de pratiques anticoncurrentielles. Alors en fait, je vais vous la faire courte. L'enquête qui est menée elle touche 29 clubs, touche la fédération, touche des dirigeants, touche des gens, des personnes. Euh, en fait, les clubs se seraient mis d'accord pour limiter les salaires au minimum légal, pour limiter la signature des contrats pour seulement 4 mois et pour obliger les filles à participer à des campagnes publicitaires sans aucune rémunération. Voilà. Tout ça pour vous dire, voilà, il y a une enquête qui est menée par l'industrie du commerce colombien qui vise 29 clubs pro, il y a ça, et il y a ce fameux climat de 1941 toujours présent en 2025, cette fameuse terrible vision machiste. Souvenez-vous pourquoi le football avait été interdit au Brésil entre 1941 et 1979. Pourquoi? Parce qu'il était jugé incompatible avec la nature féminine. On va parler d'un homme, Eduardo Davila, l'actionnaire principal d'Unión Española, qui nous a pondu une déclaration absolument lunaire, pas plus tard que il y a une dizaine de jours, qui explique que dans un média colombien hein, qui lui demandait si son club aurait à nouveau une sélection féminine, je le cite et vous allez voir c'est dramatique, je ne suis pas d'accord avec le football féminin, ce n'est pas un sport pour les femmes, qu'elles aillent jouer au tennis, au volleyball, au domino, mais pas au football. Il est président d'Unión Magdalena. Je rappelle, juste quand même, histoire de placer un petit peu le niveau du bonhomme, hein, quand même, parce qu'il faut voir à qui on a affaire, que ce garçon est un ancien narcos, qu'il a été condamné pour le meurtre de sa première épouse, qu'il avait écopé de 34 ans de prison, mais qu'il n'y est plus. On rappelle que son club, l'Unión Magdalena, est le premier club du football colombien à être tombé au bras des narcos dans les années 70, et que ce club est impliqué dans de multiples scandales de corruption, notamment, et de matchs truqués. On en avait parlé lors d'un 9-10. Je crois qu'à l'époque, c'était dans le cadre du 9-10. Mais vous voyez que ce sentiment machiste, ces relents absolument nauséabonds sont toujours présents. Un monsieur fort sympathique, exactement, sont toujours présents et continuent de freiner et ne contribuent pas à faire avancer non plus très vite le football féminin. Et pourtant, si je dis que la Colombie est un beau modèle, c'est parce que malgré tout cela, ça avance en Colombie, ça avance vraiment. Depuis l'arrivée du professionnalisme, je le disais, le football colombien a gagné la Copa Libertadores, c'était l'Atlético Huila en 2018. Un club colombien s'est hissé en finale de la Libertadores à 3 reprises lors des 4 dernières éditions. Ils sont à peu près les rares à lutter contre l'hégémonie brésilienne. Que la sélection colombienne derrière les Linda Caicedo et Catalina Ousmé et quart de finaliste mondial en 2023, quart de finaliste au JO, deuxième nation de la CONMEBOL derrière le Brésil, 21e mondial, que les U17 sont vice-championnes du monde en 2022, qu'elles jouent les qualifs pour la prochaine Coupe du Monde et que les U20 restent sur 2 quarts de finale mondiaux en 2022 et 2024. Et donc vous voyez que malgré ce contexte, malgré ces gens nauséabonds qui gravitent autour de ce football-là, malgré le fait que malgré le fait qu'il y ait une pression qui soit censée être mise autour des dirigeants du football pour développer le football féminin et sans qu'ils ne le fassent réellement, et pourtant les instances poussent véritablement, et bien malgré tous ces obstacles, elles arrivent quand même à générer des modèles vertueux. Les féminines génèrent beaucoup d'enthousiasme autour de la sélection, elles sont suivies, elles sont poussées, elles génèrent aussi, conséquence, le fait que de plus en plus de jeunes filles vont vers le football en Colombie. L'autre conséquence, c'est que de plus en plus de joueuses colombiennes s'exportent à l'international. Je crois qu'elles sont 45 à être en Europe. Il me semble que c'est ce chiffre-là, à vérifier, mais le chiffre est assez important. Et donc, il y a un modèle vertueux qui a été mis en place, malgré tous ces obstacles-là, preuve que ça peut avancer. Pas assez vite, ça n'avancera jamais assez vite, mais voilà. Donc, l'exemple colombien, malgré tout cela, montre qu'il est possible d'initier un mouvement positif qui a été donc initié en Colombie, que certains sont en train peut-être à peine de commencer à initier, parce qu'au final, rappelez-vous toutes les dates que je vous ai données, c'est moins de 10 ans hein, pour le développement d'une ligue professionnelle dans les différents pays. Parfois, c'est même moins de 5 ans. Et vous voyez donc aussi pourquoi tout est très disparate, pourquoi c'est très éclaté au sein de la CONMEBOL, pourquoi quand, si vous allez regarder quelques résultats, il y a des Sud-Américanos qui jouent en ce moment ou qui se sont joués récemment, il y a des scores de fous furieux parce que les réalités sont quand même extrêmement différentes. Le fait est que ça avance un petit peu, on va essayer d'être positif, ça avance, au ralenti, mais ça avance, on est sur un développement récent, on va juste espérer que justement cette Coupe du Monde 2027, et c'est l'objectif affiché par
par le Brésil, je vous l'avais donné en début de dossier, permettent d'accélérer, servent de catalyseur à ce développement-là, et pas qu'au Brésil. Je rappelle quand même deux petits éléments, c'est que la Coupe du Monde 2031 va passer à 48. On est à 32, les filles vont passer à 48 en 2031 aux États-Unis. Il y aura donc davantage de place, et donc davantage d'exposition, et donc davantage de présence devant les caméras du monde entier. Et donc, on va le souhaiter, on va l'espérer, que cela permettra à toutes ces footballeuses et bien justement, de pouvoir enfin véritablement vivre de leur passion et devenir de véritables footballeuses professionnelles et non plus de simples variables d'ajustement pour récupérer des subventions ou pour avoir le droit de jouer des Copa Libertadores pour les sections masculines. Cette image vient du musée du football, elle date de 2019. On nous expliquait à l'époque que le futur était dans la femme. Eh bien, on verra si le futur du football s'y inscrit toujours.